Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format aussi. Ce format aura pour but de vous parler d'histoires vraies et de témoignages, enfin en espérant bien sûr qu'elles soient vraies. Bon allez, on commence tout de suite cette première vidéo. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent peut-être pas connaître. Bon, sérieusement, je vais vous parler d'une émission qui était diffusée dans les années 90, plus précisément le 8 juillet 1992. Je veux bien sûr vous parler de l'émission Mystère. Pour toutes ceux et celles qui étaient enfants à cette époque tout comme moi, cette émission me terrifiait mais en même temps me fascinait. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette émission, qui n'étaient pas nés à cette époque, rassurez-vous, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant ça, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire en vous mettant un extrait de l'émission diffusée à l'époque. Vous allez voir, la qualité n'est pas terrible, mais ça va vous permettre de vous replonger, pour ceux qui ont connu l'émission, dans cette époque-là. Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Cette émission télévisée voit le jour le 8 juillet 1992. Elle était diffusée à l'époque sur TF1 et ne passait qu'un seul vendredi par mois. Elle était présentée par Alexandre Baloud, désolé pour la prononciation si je me trompe. Elle traitait principalement de paranormal. Son concept était de diffuser des reportages et témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes étranges, bizarres, mystérieux, voire même paranormal. Pour nous plonger mieux dans ces histoires et ces témoignages, des reconstitutions étaient faites. Après avoir vu en général ces témoignages et ces reconstitutions, des invités de domaines différents étaient invités sur le plateau pour donner leur avis et leur point de vue sur les explications à ce que les gens avaient vécu dans ces témoignages et ces histoires et ces reportages. Il arrivait parfois que des expériences soient réalisées sur le plateau de l'émission pour pouvoir expliquer et démontrer aux gens les phénomènes qui étaient expliqués. Cette émission prendra fin malheureusement le 27 mai 1994, date de sa dernière diffusion. Pour cette vidéo les amis, j'ai choisi deux histoires de témoignages qui m'ont marqué à l'époque et qui m'ont beaucoup plu. On commence tout de suite avec le premier témoignage. La maison qui saigne. Tout commence en septembre 1986 à Saint-Quentin en Picardie. Un couple de jeunes mariés, les belles-mères, s'installent dans une maison. Le mari, lui, est routier, donc très peu présent à la maison, et sa femme, à cette époque, est sans emploi. Tout va commencer par quelques gouttes découvertes dans la cuisine par la femme au matin. Elle n'arrive pas tout de suite à comprendre, à savoir ce que c'est. Un peu plus tard dans la journée, elle va trouver des taches similaires sur du linge qui est rangé donc dans des armoires et dans des commodes. Sachant que ces armoires et ces commodes étaient fermées, elle n'arrive pas non plus à comprendre comment ces taches ont pu apparaître sur les vêtements. Un peu plus tard dans la journée, elle va se rendre compte que des taches, beaucoup plus de taches, vont recouvrir l'ensemble des draps et du lit. Et elle va même se rendre compte que ce sont des taches de sang. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. Peu de temps après ces découvertes, leurs nuits vont être de plus en plus agitées. Ils seront réveillés quasiment toutes les nuits par des bruits de pas, des bruits de mouvement, comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison, et des bruits de vaisselle cassée. Or, quand ils se rendaient dans les pièces concernées, ou à l'endroit où se trouvaient les bruits, d'où provenaient les bruits, ni vaisselle n'était cassée, ni personne ne s'y trouvait, et ni aucun meuble ou aucun objet n'avait bougé. À bout, finalement, ils décident de prévenir la police pour avoir de l'aide. Bonjour madame, police municipale. Bonjour messieurs. J'ai averti mes parents. Entrez. Nous avons été voir la police municipale qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas au fantôme. Pendant la venue de la police, qui constate effectivement des taches de sang, des bruits étranges se font entendre.
Ils pensent même que c'est peut-être le voisinage. Ils vont même aller interroger les voisins pour savoir si c'était eux effectivement qui avaient fait du bruit et ils vont se rendre compte que non. J'ai demandé aux locataires de la maison d'à côté s'ils avaient déplacé un meuble ou quelque chose. Ils disent on n'a rien passé du tout, on n'a rien entendu. On n'a rien déplacé, on n'a rien entendu. Alors c'est déjà un fait qu'il a dit il y a quand même quelque chose qui se passe en notre présence. À chaque fois que son mari finalement se déplace, qu'il part travailler, cette femme est terrorisée par le fait qu'elle se retrouve seule dans cette maison avec cette chose qui se trouve dans cette maison et qu'elle ne sait pas ce que c'est. Un jour pourtant, en rentrant, elle constate que la porte de sa cave est grande ouverte, alors que pourtant la plupart du temps elle est toujours fermée. Terrorisée finalement, elle décide de s'approcher de la cave et d'aller voir ce qu'il peut y avoir. Donc en mi-chemin, au niveau des escaliers, quand elle commence à descendre à la cave, la porte claque derrière elle. Donc elle sursaute et part en courant de la cave. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Et il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Cette histoire prend tellement d'ampleur que tous les gens du village et le voisinage viennent jusque devant chez eux pour observer les phénomènes qui pourraient s'y produire. Et il y aura même des journalistes qui viendront les interviewer pour savoir ce qui se passe réellement chez eux et quel type de phénomène il s'y produit. Pour elle affronter les journalistes, tout, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, bon, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé, on ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Le couple est à bout et ne sait plus du tout comment faire pour se sortir de cette situation. Ils vont même jusqu'à penser que quelqu'un leur en veut. Ils décident d'en parler à la police qui va mettre en place une espèce de piège. Le chef avait dit, ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. Quitter la maison. Toutes les fois que Lucie devait retourner chez elle, elle y allait accompagnée de la police. Les policiers et le couple se donnent rendez-vous quelques jours plus tard pour constater si finalement quelqu'un serait entré ou pas dans la maison pendant leur absence. Finalement, ils vont découvrir d'autres taches de sang présentes dans la maison, mais aucune trace de pas ne sera constatée. Et des nouvelles taches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison. Hein. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Et suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Suite à cette découverte, la police décide de faire appel à un médium pour pouvoir aider la famille. Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Le médium, les policiers et la famille se rendent à la cave. À l'aide d'un pendule, le médium va poser plusieurs questions pour tenter de savoir d'où proviennent les phénomènes qui se passent dans cette maison. Finalement, le pendule va réagir à certaines questions qui va permettre au médium d'identifier, d'après le pendule, d'où proviendraient ces phénomènes. Le médium va finalement indiquer aux membres de la famille et aux policiers, donc à tout le groupe qui se trouve dans la cave, il faut creuser dans le sol de la cave. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations, avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche, sur le biceps du bras gauche, mais sur l'arrière. Pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je peux croire que les cheveux vont dresser sur la tête. Hein. Les recherches dans cette cave n'ont rien donné. 3 semaines plus tard, le couple, les belles-mères, décident de quitter la maison. Ils n'ont jamais su pourquoi elles ont vécu ces phénomènes et surtout comment
pouvoir les expliquer. Sur le plateau de l'émission, le présentateur à tour de rôle va poser des questions aux invités qui sont présents. Le policier qui était en charge de l'affaire à cette époque est présent sur le plateau. Il évoque la sensation d'avoir été touché à plusieurs reprises au niveau du bras, quand il était présent dans la cave avec le médium et le reste de la famille. Cela l'a profondément marqué et il confie même que depuis le départ du couple, plus aucun phénomène n'a été constaté. En 1992, donc à l'époque de la diffusion de l'émission, il va même jusqu'à dire qu'une femme et 2 enfants y vivent et que rien n'a été signalé jusqu'à présent. Un professeur aussi présent sur le plateau donne son avis sur l'histoire que le couple a vécue. D'après lui, les phénomènes seraient liés à un poltergeist, seraient dus à des émotions que le couple aurait vécues. Une psychanalyste, elle aussi présente sur le plateau, explique que certains phénomènes peuvent apparaître dans certaines familles qui refoulent certaines émotions. Chaque personne gère ses émotions de différentes manières. Cela peut se manifester sous forme de poltergeist. Pour venir en aide aux familles qui vivent ce type de phénomène, il faudrait trouver l'origine des émotions refoulées et avec un peu d'aide, petit à petit, aider la famille à faire diminuer les phénomènes en ayant trouvé les émotions refoulées et si possible, voire même faire complètement disparaître les phénomènes. Et maintenant, quel en est-il de cette maison? Un propriétaire l'avait achetée en 2013. Il avait déclaré qu'il ne s'y était rien passé. Au fur et à mesure des années, cette maison a été abandonnée, achetée à maintes reprises. Actuellement, elle est habitée par des gens qui n'ont aucun souci à vivre dans cette mystérieuse maison. Personnellement, je n'aurais pas aimé vivre ces phénomènes en sachant que chaque nuit, il y avait des phénomènes qui étaient inexpliqués et ce couple devait vraiment avoir beaucoup de mal psychologiquement en sachant qu'il y avait un manque de sommeil, qu'il y avait cette angoisse de savoir ce qui pouvait être présent dans la maison. Je sais que personnellement, j'aurais pas du tout aimé vivre ça. En passant maintenant au deuxième témoignage. Le fantôme du château de Vos. En Auvergne, sur les hautes plaines de la Lierre, se trouve un château dans lequel il y aurait eu des étranges histoires. Il paraîtrait qu'au XVIe siècle, le propriétaire serait tombé éperdument amoureux d'une jeune et belle servante prénommée Lucie. Un jour, pendant qu'il était parti en guerre, sa femme, follement jalouse, aurait tué Lucie en l'enfermant dans une des tours. Et depuis, elle reviendrait chaque nuit se balader dans le château. En 1984, le propriétaire de l'époque, suite à des insomnies, se balade régulièrement aux abords et dans le château. La première fois, j'ai vu aussi comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu la lumière en pleine, surtout à pleine ligne. Je vais dans toute la puissance et je vais aussi dans cette lumière l'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. Chaque nuit d'insomnie, il se balade principalement dans le chemin de ronde et dans la salle des pendus pour rencontrer le fantôme de Lucie. Il n'est pourtant pas seul à l'avoir vu. Une jeune étudiante qui travaille au château comme guide pour des visites du château l'a rencontré pendant une visite de nuit. J'ai vu un ectoplasme, une forme lumineuse qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme, c'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Que se passe-t-il dans ce château? Eh bien, en août 1984, une équipe de France Inter va tenter de le découvrir. Intéressés par cette histoire, ils se rendent au château pour pouvoir y tourner un reportage sur les phénomènes qui s'y produisent, pour pouvoir aussi rencontrer le fantôme de Lucie, tenter d'enregistrer ce phénomène. Un médium et sa fille de 10 ans intègrent le groupe pour participer aussi à l'expérience. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes, donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Le propriétaire les accueille en leur faisant faire le tour du château, mais la petite fille de 10 ans a le pressentiment d'être observée de part et d'autre du château. Pendant le reste de la journée, les ingénieurs du son présents vont tenter avec le maximum de matériel qu'ils ont avec eux de pouvoir capter le moindre son et vérifier par la même occasion si tout cela est vrai ou si c'est truqué. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, il s'est passé quelque chose, quoi. Peu avant minuit, tout le monde est prêt. Le propriétaire est mis à l'écart dans une pièce à l'extrémité du château avec un membre de l'équipe. Pendant ce temps, le reste du groupe attend dans la salle des pendus. Une régie est installée dans une pièce avec un ingénieur. Minuit sonne. Quelques minutes plus tard, le médium commence à voir quelque chose se manifester. Il demande finalement au groupe qui l'aperçoit. Sa petite fille, elle va répondre qu'elle aussi l'aperçoit. Au fur et à mesure que Lucie s'avance, le reste du groupe commence à l'apercevoir aussi. La petite fille l'appelle et Lucie l'entend et s'approche d'elle. À ce moment-là, quelques membres du groupe essayent de pouvoir prendre des photos de Lucie. Au bout de quelques secondes, Lucie
se dirige finalement vers le chemin de ronde. Ce chemin est truffé de micros qui sont installés tous les 2 mètres pour tenter de capter le moindre son. Au moment où Lucie va emprunter ce chemin, les micros vont capter un son étrange. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je ne m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux, et certainement j'avais dû le traverser. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez. On ne la voyait pas entière. Ou alors, quand je la voyais entière, on ne voyait pas les habits, on ne voyait qu'une ombre. Ou alors le visage. Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, on voyait que la moitié du corps. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit « Lucie, viens ». À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue. Et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on est obligé de dire que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. À cette époque, les seules preuves de Lucie sont donc une photo prise par un des membres du groupe et l'extrait sonore qui a été enregistré cette nuit du 4 août 1984. Sur le plateau, un journaliste, un écrivain et un professeur sont présents. Le journaliste, lui, explique qu'il ne sait pas du tout ce que ça pouvait être. Je suppose que ça pourrait être dû à des gaz qui se seraient échappés des pierres du château, vu que ces pierres sont des pierres volcaniques. Il conclut finalement en expliquant que ces phénomènes sont inexplicables, qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont donc finalement paranormaux. Le professeur, lui, à son tour, explique qu'il y a beaucoup d'histoires de fantômes, voire même trop d'histoires de fantômes, au point à cette époque que les gendarmes sont appelés chaque semaine pour des histoires de maisons hantées. L'écrivain, quant à lui, explique que l'on peut voir des fantômes dans des lieux comme les cimetières, les châteaux, même encore des lieux abandonnés, mais que l'on peut aussi en apercevoir dans des lieux inattendus. Il n'y a donc pas de lieu défini à ça. Il existerait aussi énormément de fausses photos de fantômes, surtout à partir du 19e siècle, l'époque à laquelle la photographie est découverte. À cette époque, beaucoup de charlatans utilisaient des techniques bien spécifiques pour pouvoir duper les gens et faire croire à ces personnes qu'ils avaient réussi à capter un fantôme en photo. Il en existe pourtant malgré tout de réelles photos de fantômes. Le présentateur finira finalement par expliquer qu'il faut creuser et continuer ce côté enquête sur les phénomènes paranormaux, car cela pourrait nous permettre de finalement mieux comprendre ce qui se produit et mieux les expliquer. Que s'est-il passé depuis? Eh bien malheureusement, le propriétaire du château dans les années 80 décédera malheureusement en 1998. En 2002, le château trouve une nouvelle propriétaire. Elle affirme n'avoir jamais rencontré le fantôme de Lucie. Pourtant, plusieurs de ses invités expliquent qu'ils l'ont déjà aperçu. De nombreux curieux, enquêteurs en paranormal et même youtubeurs ont essayé de percer le mystère de Lucie et de ce château. Je vous invite les amis à aller voir la vidéo du Grand JD sur l'expérience qu'il a tentée dans le château de Vos. C'était vraiment magnifique, très belle expérience. Et je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Gus DX et de nombreux autres youtubeurs passionnés par le paranormal qui ont tenté de percer ce mystère et qui ont voulu eux aussi capter la rencontre avec Lucie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'Obscur Récit. Et pour finaliser cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au maximum, que je puisse avoir des retours sur cette vidéo. Et si vous aussi, vous avez connu donc cette émission Mystère, et qu'il y avait des histoires qui vous ont marqué, des témoignages, des choses comme ça, n'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me parler aussi de phénomènes que vous auriez pu vivre aussi, de
des phénomènes auxquels même vous auriez pu assister, vous auriez pu vivre. N'hésitez pas en commentaire aussi à en parler. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du contenu de cette vidéo, si vous avez aimé, tout simplement. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Faites attention à vous et faites attention à ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite.